Madame, Monsieur, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce vendredi soir. Le mandat du président Patrice Talon entre dans sa phase terminale et ce soir, nous décryptons les enjeux de ce tournant historique entre héritage, politique et impératif de cohésion nationale. Nous verrons comment le chef de l'État et son successeur se retrouvent désormais face au plus grand défi de l'ère moderne, celui de la stabilité durable. Irénée Agossa est notre invité de ce vendredi soir et il est déjà sur ce plateau avec nous. Bonsoir Irénée Agossa et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau. On va parler de la stabilité durable avec la fin du mandat du président Patrice Talon et la succession du prochain président. Le président Patrice Talon, Irénée Agossa, a prôné la rupture pour avoir la stabilité de l'État. Et maintenant, comment on peut comprendre qu'après presque 10 années de réforme, le spectre du coup d'État surgissent encore au Bénin? Oui, mais il faut dire que tout système est vulnérable, même aux États-Unis, partout, etc. Le système est vulnérable. Et pour comprendre ce qui s'est passé chez nous, il faut le mettre dans son contexte, je le précise toujours. Vous savez que un des philosophes français qui a pris par ici, je vais parler de Emmanuel Mounier, a dit depuis 1948, je le cite, le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. Et il continue. Mais cet intellectualisme fait de mesquinerie et de méchanceté est de nature à enterrer définitivement le développement de ce pays. Je reprends cette partie-là. Mais cet intellectualisme fait de mesquinerie et de méchanceté est de nature à enterrer définitivement le développement de ce pays. Ça, c'est depuis 1948 qu'il l'a dit. Il a défini le Bénin comme ça. Le président Talon, lui, a prôné la rupture avec ce concept depuis 2016, une volonté de bâtir un État fort, respecté, véritablement en voie de développement. Donc, véritablement en voie de développement. L'état de droit où on reconnaît le principe de gouvernance qui est fondé sur une rigueur. Donc, cet état dont on parle, dès que vous êtes fort, vous avez cette capacité de vous développer et que vous vous révélez autrement, vous êtes jalousé dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, après 10 ans de réformes profondes incarnées par le président Talon, je vais parler de l'assainissement des finances publiques, de la rénovation de l'État, de la restauration de l'autorité de l'État, enfin, de pouvoir permettre à ce que certaines pratiques clientélisme disparaissent, les anti-réformistes, les complotistes, dans ce contexte, peuvent rechercher à reprendre le pouvoir politique. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Donc, ceux-là qui, en fait, sont habitués au clientélisme, ils peuvent chercher, bien sûr, à reprendre le pouvoir politique. Donc, l'échec de cette tentative de coup d'État, je reviens bien sûr à votre question, bien sûr, du 7 décembre dernier, est l'échec de ceux-là, de ces complotistes-là. Et non de la réforme du président. Et de la réforme, non. C'est l'échec de ceux-là qui sont restés dans l'esprit de ce que Mounier a décrit depuis près de 77 ans. Oui. C'est ceux-là qui ont échoué. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas de crise institutionnelle chez nous.
ce coup d'État raté donne la preuve qu'il n'y a pas une crise institutionnelle et que l'État que le président Talon a hérité en 2016 est devenu suffisamment solide, politiquement stable et inspire plutôt de plus en plus et plus que jamais la confiance à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Donc, l'intention des mesquins, des méchants, dont a parlé Monnier, est d'anéantir tous les efforts que nous avons faits depuis 2016. Tous les efforts fournis par nos populations. Et pour que nous soyons comptés parmi les pays les plus avancés dans la sous-région. Ils veulent annuler tous ces efforts. C'est eux qui ont échoué. Il faut le dire. C'est eux qui ont plutôt échoué. Et ils vont continuellement échouer parce que nous sommes installés durablement dans un système stable, dans un système bien structuré où désormais les institutions constituent une force pour notre pays. Ils vont régulièrement échouer. Bien sûr, et hier, le président Patrice Talon était face à la presse nationale et internationale et il a justement évoqué cette question du coup d'État manqué du 7 décembre. Et lors de cette sortie médiatique, il a laissé entendre que la tentative de coup d'État n'était pas, on va dire, l'œuvre de la garde nationale ni son commandement, mais de quelques marginaux. Alors, Irénée Agossa, est-ce que vous pensez qu'il y a une ligne de fracture entre, on va dire, les loyalistes et les putschistes? Non, pas du tout. L'armée béninoise, dont le président Talon est aujourd'hui le chef suprême, n'est pas en crise. Il n'y a pas une crise, il n'y a pas une fracture au sein de l'armée. Non. Mais on a eu l'impression quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas une crise. Ceux qui, en fait, veulent dire les choses comme vous le dites, c'est ces complotistes. Nous n'avons pas eu de crise. N'en déplaise à ceux-là, nous n'avons pas eu de crise. Donc c'est un groupuscule isolé, sans base et sans soutien institutionnel, qui a commis l'acte. Le commandement, le sous-commandement et toutes les garnisons de notre armée ont fait allégeance à leur chef suprême, c'est-à-dire au chef de l'État, et sont restés dans la défense de la République. Ils ont défendu la République contre ces esprits égarés. Donc, il n'y a pas une garnison qui a été contre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut préciser qu'il n'y a pas une crise au sein de l'armée. Il n'y a pas une crise. Donc, c'est quelques esprits égarés qui se sont comportés de cette manière. Et cela existe un peu partout. Et je peux dire que c'est des lâches. On n'a pas mis les armes dans leurs mains pour qu'ils tournent ces armes contre les institutions. C'est pour protéger la République. Donc, les autres sont restés dans le principe, bien sûr, de la protection de la République pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Et le chef de l'État a montré combien il est un homme d'État. Dans les conditions là, il a montré qu'il est un homme d'État, chef de l'armée. Donc, cette situation aurait pu conduire le chef de l'État à déclarer l'état d'urgence, par exemple, et dit que nous ne sommes pas en sécurité, etc. Et on allait peut-être revoir les choses. Non! Il est resté droit dans ses bottes. Il a assumé son rôle d'homme qui incarne la République et il a rassuré son peuple pour demander dès le soir même que chacun peut vaquer à ses activités. Il est resté homme d'État et c'est ce qui nous caractérise dans ce pays. Et le président a montré que nous sommes dans un État mature et que nous sommes un État certainement, à cause de cette spécificité, à cause de l'exception que nous sommes enviés et jalousés
dans la sous-région. Et après ce 7 décembre 2025, il y a eu beaucoup d'interpellations, plusieurs interpellations de personnalités politiques, de personnalités publiques également. Quelle lecture avez-vous fait du traitement judiciaire de cette affaire? Le traitement judiciaire doit être lu comme un signe fort de l'état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Donc, quand vous commettez un acte, vous devez en assumer les responsabilités. Est-ce que là, les faits sont déjà établis? Est-ce que c'est déjà prouvé qu'ils sont impliqués? Il y a des gens qui ont été convoqués. Il y a des gens qui ont été relâchés. Donc, et qui sont mis sous convocation. Donc, on n'a pas arrêté quelqu'un parce que c'est ça, non. Donc, nous sommes dans un état de droit et le traitement qui se fait montre que nous sommes dans un véritable état de droit. Il ne s'agit pas ici de vengeance, pas du tout, ni de vengeance politique ou bien de règlement de compte. Il y a des noms qui se retrouvent au niveau des partis de l'opposition. Si je prends le vice-président Tigri, celui qui a dirigé le coup d'État, il s'appelle Tigri. Est-ce que vous avez vu qu'on l'a interpellé parce qu'il s'appelle Tigri? Non, il n'y a pas ça. Nous ne sommes pas dans cette histoire ici, nous sommes dans un état de droit. Donc, il n'y a pas de règlement de compte. Mais plutôt, il s'agit d'une réponse institutionnelle à une menace contre la République. C'est une réponse institutionnelle à une menace contre la République. Dans un état sérieux, une tentative de coup d'État qui a échoué ne peut pas rester sans suite judiciaire. Si nous sommes sérieux, il faut qu'on dise ici ceux qui sont impliqués et situer les responsabilités et appliquer la loi. C'est de ça qu'il s'agit ici. La justice agit dans le respect des procédures pour protéger la collectivité. Et non, pas pour protéger un régime comme ça, non. C'est protéger la collectivité, protéger la République. Vous et moi, nous sommes victimes. Nous sommes des victimes. Et la première victime, c'est le chef de l'État. Et les généraux. Monsieur Bada n'ira plus voir son épouse à la maison. Ne banalisez pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est ponctuel, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Il y a eu des morts. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où il faut dire que c'est fini. Il y a des victimes. Et c'est le peuple qui est victime. Nous sommes tous victimes. Et la première victime, c'est le chef de l'État. Donc, il faut toujours donner une réponse à cela. C'est précisément ce type de réponse qui distingue une démocratie responsable d'un État fragile. Ici, nous sommes dans un État solide, je l'ai dit au début, et qui s'est installé de façon durable. Donc, est basé sur des principes démocratiques clairs. La justice est la colonne vertébrale du processus démocratique et la justice doit jouer son rôle de bout en bout, de façon responsable dans le pays, pour que nous puissions situer les responsabilités et juger selon la légalité en vigueur chez nous. Bien sûr, et on va toujours parler de cette tentative de coup d'État manqué, Irénée Agossa. On poursuit cette interview. Est-ce que après cette date du 7 décembre, le Bénin est exposé à des tentatives de déstabilisation similaires à celles observées dans la sous-région ouest-africaine? Je disais au début, aucun pays n'est totalement immunisé. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'attaque du Capitole. Les États-Unis avec cette démocratie, cette vieille démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, aucun État n'est immunisé. Surtout dans un contexte régional marqué par l'instabilité sécuritaire, la banalisation des coups d'État, la glorification de la prise du pouvoir par la force. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Et cela concerne surtout une génération qui n'a pas compris les choses chez nous, qui n'a pas compris du tout les choses chez nous. Cette génération de 2000, qui n'a pas compris ce qui se passe, ils ne savent pas que le Bénin a déjà traversé ça et que nous n'en sommes plus là. Donc, on banalise cela. On glorifie la prise de pouvoir par la force.
Cependant, notre pays, nous, au Bénin, dispose d'un avantage majeur. Des institutions fonctionnent. Nous avons des institutions qui fonctionnent régulièrement, qui sont solides, qui sont des institutions respectées et respectables. Nous avons une armée professionnelle, on l'a prouvé, et républicaine. Parce que, je vous ai dit, toutes les garnisons et tout le commandement et tout le sous-commandement étaient derrière le chef de l'État pour faire face à ces esprits égarés. Nous avons un leadership politique attaché à l'ordre constitutionnel. Aucun homme politique, quelle que soit sa position, vous avez vu un dedans, même s'ils sont hypocrites, aucun d'eux n'a eu le courage de dire que ce qui s'est passé est dans l'ordre constitutionnel. Bien sûr. Aucun d'eux, et aucun ne peut le dire. Nous savons dedans qu'il y en a des hypocrites, c'est-à-dire ceux qui sont les adeptes, bien sûr, du populisme anticonstitutionnel, on les connaît. Mais ils sont obligés de faire sortir des communiqués pour dire qu'ils ont donné des instructions pour que ça se dise tôt. Mais ils sont tenus parce que nous sommes tous attachés à l'ordre constitutionnel. Peut-être c'est pas l'hypocrisie, hein, c'est l'amour de la patrie. Non, il y a ceux-là qui sont toujours dans l'esprit de Monnier. On l'a dit. Ceux-là, ils ont constitué le terreau, bien sûr, pouvant permettre aux esprits égarés de se manifester. C'est clair. Le risque existe, c'est vrai, mais la capacité de résistance de notre pays est nettement supérieure à celle de nombreux pays voisins. Ce qui s'est passé chez nous, c'est juste un épiphénomène qu'on a réglé et nous avons restauré la confiance. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question, même dans le pays, est-ce que réellement quelque chose de pareil s'est passé? Moi, j'ai vu des gens qui se disent, est-ce que vous êtes sûr que quelque chose de pareil s'est passé? S'ils n'étaient pas venus à la télé, des gens vont dire même que ça ne s'est jamais passé. Qu'on a inventé les choses. Mais cela est dû à la réussite des réformes. Est dû à la force de nos institutions et cela est dû à la restauration de l'autorité de l'État. Bien sûr, et la quiétude est revenue dans le pays, vous faites bien de le dire. Mais Irénée Agossa, comment vous imaginez voir, on va dire, le futur successeur du président Patrice Talon pour que ces genres de tensions ne se reproduisent plus? Comment vous l'imaginez? Il faut dire que les putschistes, enfin ceux qui veulent ramener notre pays en arrière, ils ne ciblaient pas que l'institution présidente de la République. Ils ciblaient aussi tout le processus démocratique chez nous. Ils voulaient qu'on arrête le processus. Donc, eux, ils ne voulaient pas qu'on aille aux élections. Ils veulent ramener le pays en arrière. C'est ça ce qu'il faut dire. Ils veulent, c'est-à-dire finir avec ce que nous sommes en train de faire et ramener le pays dans l'esprit, bien sûr, de Monnier. Et c'est ça qu'il faut remarquer et dire au peuple. Donc, cela concerne bien sûr celui qui va remplacer le président, le futur président. Ils l'ont ciblé. Ils l'ont véritablement ciblé. Donc, le Bénin, aujourd'hui, bien sûr, dans l'esprit des choses, il faut un homme qui incarne l'autorité de l'État. Nous n'avons pas besoin d'un homme brutal, ni d'un dirigeant faible. Vu ce qui s'est passé, celui qui va remplacer le président Talon, on n'a pas besoin qu'il soit brutal parce qu'il a vu qu'il y a ça, etc. Commencer par dire que voilà, c'est ça, et être autoritariste. Non, on n'en a pas besoin. Au juste milieu. On n'a pas besoin aussi des flemmards du tout. Donc, nous avons besoin d'un leadership ferme sur les principes républicains, mais ouvert dans le dialogue. Il faut qu'il soit ferme sur les principes républicains. Il incarne l'autorité de l'État. L'autorité ne va pas s'affaiblir. Mais toutefois, dans le cadre légal, le dialogue est ouvert. Dans ce sens, la continuité incarnée par des profils managériels et réformateurs, comme celui de notre candidat, Romuald Wadaï, le candidat de la fierté retrouvée. Ce profil-là, cela est pertinent. C'est nettement pertinent. Nous n'avons pas commis, nous, l'erreur. Nous avons vu déjà dans quel sens nous voulons aller et nous savons les risques que nous prenons et nous avons déjà pris
un candidat qui respecte bien sûr le profil qu'il faut pour être un véritable successeur dans les conditions actuelles du président Talon. Il ne pourra jamais être Talon. Le président Talon est spécifique, mais lui-même pourra bien sûr incarner le management dont il a besoin et la fermeté dont il a besoin et l'esprit de réforme qui doit continuer pour pouvoir bâtir encore un État de plus en plus solide et capable d'affronter ces risques. Et là, nous, on ne s'est pas trompé. On a choisi le candidat Romuald Wadaï et qui a suscité l'espoir, même dans le camp des opposants. Partout, aujourd'hui, c'est le candidat du peuple. Non seulement il est candidat de la fierté retrouvée, mais il est aussi candidat du peuple. Que le futur président soit Romuald Wadaï ou non, on espère quand même que votre message est passé parce que c'est un conseil assez utile. Irénée Agossa, comment vous pensez que nous pouvons faire aujourd'hui pour renforcer la résilience démocratique du Bénin? Nous avons surtout au Bénin, je parle de tout le monde et surtout les partis politiques, chacun de nous doit pouvoir d'abord cultiver et en lui cet esprit démocratique. C'est-à-dire que la culture démocratique doit être l'élément essentiel. Il faut renforcer cette culture démocratique. Et ça, c'est le rôle surtout des partis politiques. Et nous qui sommes responsables des partis politiques, nous devons savoir que le personnel politique doit être de qualité et que nous devons dépasser le cadre seulement des élections. Nous devons être plus ancrés dans le patriotisme et avoir cette culture démocratique au sein des partis. Donc, on doit rappeler que le pouvoir se conquiert toujours par les unes. On ne peut jamais conquérir le pouvoir par les armes. Il faut que cela soit répété partout. Tout le monde doit le savoir, même dans les écoles, partout. Il faut qu'on inculque ça dans le subconscient du Béninois. Jamais par les armes. Nous devons avoir cette culture démocratique. Donc, protéger nos institutions, la justice, l'armée, l'administration, toutes ces deux institutions doivent rester républicaines. Et nous l'avons vu. Mais il ne faut pas s'asseoir seulement là-dessus. Il faut protéger de plus ces institutions. Donc, assurer une transmission du développement en 2026. Il faut assurer cette transmission du développement à travers les bases, bien sûr, les fondamentaux du développement de notre pays. Nous sommes encore un État qui est en train de construire le développement. Donc, il faut assurer cette transmission du développement à la base. C'est le but même de la réforme constitutionnelle de novembre 2014. Et nous sommes heureux que le président ait promulgué cette réforme. Et nous avons ici des institutions qui doivent encadrer cette réforme, c'est-à-dire ce processus de développement de notre pays. D'où le Sénat, la trêve politique, le septennat, cet ensemble cohérent qui est dans la réforme constitutionnelle est indispensable pour que nous puissions continuer dans cette résilience. Il faut absolument le dire. Et le chef de l'État l'a encore plus expliqué. Je veux vous parler simplement de la trêve politique. Vous savez, madame la journaliste, moi j'ai été à la Hague. En fait, le débat politique se mène durant 2 semaines. C'est ça, la campagne électorale dans notre pays. Si vous lisez les autres lois, le débat politique, c'est dans 2 semaines. Et vous me dites souvent ici, nous ne sommes pas en campagne. Quand je parle, et on veut dire certaines choses, vous me rectifiez pour dire, nous ne sommes pas en campagne. Mais vous savez, ici, dans la nouvelle loi, ce n'est plus 2 semaines. C'est 1 année. C'est 1 année. Bien sûr. Il faut rappeler ça à ceux qui sont sceptiques pour dire il n'y aura plus de débat. Il y aura plus... Durant 1 année maintenant, vous pouvez parler de votre vision. Vous pouvez parler de comment vous allez construire. Vous pouvez dire tout. Durant 1 année. Il ne s'agira plus seulement de 2 semaines. Mais cela doit nous permettre d'être en phase avec la durée du mandat. Parce que nous avons dit ici, il faut assurer la transmission du développement. Nous sommes un pays encore en construction. Il nous faut, bien sûr, certains. Et comme l'a dit le président, il ne faut pas que
nous soyons dans une mauvaise logique. Parce qu'on se dit qu'il peut y avoir de mauvais présidents. Alors, il faut se baser sur le fait qu'il y aura de mauvais présidents et réduire le temps qu'il faut pour mettre en place les fondamentaux du développement. Mais ce n'est pas possible. Nous devons plutôt nous baser sur la qualité de nos partis politiques et renforcer ces partis. Mettre en place un dispositif comme on est en train de le faire pour que ce parti soit national et que le débat politique soit démocratique afin que nous ayons un personnel politique de valeur, un personnel politique de qualité, pouvant porter la vision d'un parti pour résoudre les problèmes des populations. C'est dans ce processus que nous sommes. Je finis pour vous dire ceci. Quand vous critiquez votre enfant à la maison, vous discutez, est-ce que cet enfant, c'est pour qu'il persiste dans l'erreur? C'est pour qu'il se corrige. C'est pour qu'il se corrige. Bien sûr. N'est-ce pas? Mais cette règle n'est pas respectée en politique chez nous. Quand on critique, c'est pour espérer que celui qu'on critique change et qu'il soit positif et qu'il aille maintenant dans le sens que vous voulez et pour que les populations trouvent satisfaction. Mais non, ici c'est quoi? On te reproche le fait que tu as critiqué le pouvoir et que le pouvoir ait changé et que tu l'apprécies. On dit mais tu as trahi. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous éduquez votre enfant, vous criez et quand l'enfant change, vous dites qu'il vous a, que quand vous soutenez cet enfant pour l'encourager, on vous dit que vous avez trahi. Non. La critique ici, c'est pour que nous puissions être dans la correction, dans la perfection. Ce qui fait que, au cours de cette trêve, nous allons critiquer. Mais espérer que le gouvernement en place soit perfectible et qu'il change dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est ça qui est important. Mais quand il change, il va falloir que toi qui avais critiqué, que tu l'apprécies, et si tu veux rester dans ta position, que tu trouves maintenant une autre méthode, une autre alternative qui va plutôt améliorer plus la satisfaction des besoins des populations. Et non que tu sois figé dans ta position et être mesquin et méchant, comme le dit Monnier, et empêcher le développement. Et vouloir que l'autre soit toujours négatif et que tu sois toujours dans une position pour dire que tu avais raison. Non. Qu'est-ce qu'on me reproche, moi? Parce que j'avais critiqué le président Talon. Or, le président Talon est en train de mieux faire aujourd'hui. On me dit, pourquoi je vais le soutenir? Je soutiens son action parce que je suis dans la logique progressiste. Bien sûr. Et voilà ce qu'il nous faut désormais pour que nous puissions soutenir cela. Donc, la réforme constitutionnelle est bienvenue pour pouvoir encadrer notre pays et soutenir notre processus démocratique, soutenir en fait, alors, et protéger le développement du Bénin. La question de la stabilité durable nous a intéressés dans ce numéro de la rubrique L'invité du soir, avec pour thème, au-delà de la tentative du putsch du 7 décembre, Talon et son successeur face au défi de la stabilité. Irénée Agossa était notre invité. Merci de nous avoir reçus chez vous.